Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors que la Formule 1 est en pause pendant un mois, que les pilotes sont partis à Ibiza, à Mykonos ou à Las Vegas et que les fans ne pensent qu'à la reprise à Spa, on va profiter de la période pour faire un bilan de la première partie de saison. Il se fera en 2 épisodes, les tops aujourd'hui et les moins tops demain. J'ai pas envie de dire flop parce que j'aime pas trop le mot et parce qu'en plus il y aura pas que des flops, donc si vous avez un meilleur mot que flop, je prends. Enfin bref, aujourd'hui c'est les tops, ceux qui ont très bien réussi leur première partie de saison. J'en ai sélectionné 7, plus quelques petites mentions honorables. Alors on perd pas plus de temps et on rentre dans le vif du sujet. Numéro 1, la saison dans sa globalité. On était obligé de commencer par là, c'est pour moi le plus grand point positif jusqu'à maintenant, c'est la qualité de la saison. La qualité des courses, la qualité des qualifs, les différents scénarios, les multiples rebondissements, les luttes à tous les étages. Pour moi, on a vraiment une excellente saison de Formule 1. En vrac, on a une lutte au titre explosive qui voit 2 dépassements directs entre 2 pilotes de 2 écuries différentes, des podiums pour Sainz, Leclerc, Norris, Vettel, Gasly et Ocon, une victoire française à Budapest, 2 pôles consécutives surprises pour Leclerc sur Ferrari, dont une chez lui à Monaco où il n'a même pas pu prendre le départ le lendemain, des séances de qualif tendues et extrêmement serrées, une majorité de courses haletantes, disputées et mouvementées, et beaucoup d'événements forts. Et puis il y a tout ce suspense. Côté pilote, la première place se tient en 8 points et a changé de main 3 fois. Un pilote McLaren chip actuellement la 3e place à une Red Bull et une Mercedes. Le top 10 se joue pour quelques points. Et côté constructeur, les places 1, 3, 5 et 8 se jouent toutes pour quelques miettes de manière très serrée. C'est du très bon, il suffit de regarder course par course. Déjà on a Bakou, Imola et la Hongrie qui sont de vrais thrillers, et après on a vraiment des bonnes courses. La France, Silverstone, on peut aussi rajouter Bahreïn, on a également Barcelone et Portimao qui n'ont pas été les courses de l'année mais qui ont été intéressantes avec une lutte pour la victoire quasiment de bout en bout, et quand on y regarde bien, même les courses de type Monaco ou les 2 courses autrichiennes avaient quelque chose d'intéressant. Donc pour les courses c'est très bien, c'est de la très bonne qualité que ce cru 2021, et en plus faut rajouter tous les à côté, les différents accrochages qui font parler, la lutte au titre tendue, les déclarations à droite à gauche, les affaires d'ailerons flexibles, les directives techniques, les transferts, les machins. Vraiment, il se passe pas 3 jours sans qu'on parle de Formule 1, sans qu'on se régale. Clairement, c'est super intéressant et qualitatif sur et en dehors de la piste depuis mars dernier. Vraiment, on a un très bon championnat. Numéro 2, Max Verstappen. Sans surprise, Max Verstappen est mon pilote de la première partie de saison, juste devant Lando Norris, Lewis Hamilton et les 2 pilotes Ferrari. Sincèrement, j'aurais peu de choses à dire tant c'est du quasi parfait. Max a une très bonne voiture, il l'utilise très bien, il a déjà pris beaucoup de victoires, il relève le défi de jouer le titre, c'est même parfois très impressionnant. On connaissait son talent, mais jouer le titre c'est encore autre chose et il le fait parfaitement. Hormis 2 qualifs un peu frustrantes, le reste c'est du détail. À chaque fois, il gère les choses comme un vrai potentiel futur champion. Et puis mine de rien, ces week-ends à Monaco, à Bakou, à Imola, en France ou lors des 2 courses autrichiennes sont vraiment impressionnants. Verstappen a atteint le niveau d'un vrai candidat au titre. Malheureusement, il y a eu quelques petits détails ratés, pas forcément toujours de sa faute d'ailleurs, à Barcelone, Portimao et Bahreïn, où quelques points précieux se sont échappés. Mais surtout, Silverstone et Budapest viennent complètement gâcher le bilan alors qu'il n'y est pour rien. Il avait 32 points d'avance, il en a désormais 8 de retard. Max a sorti une première partie de saison exceptionnelle, mais il n'est pas leader du championnat car il lui manque 2-3 petits trucs et surtout beaucoup de chance. Sincèrement, s'il était 40 ou 50 points devant, ce ne serait que mérité et logique, voire même peut-être encore plus. Maintenant, il va falloir gérer la 2e partie de saison qui arrive, se remettre des 2 dernières courses et de la perte du leadership au championnat, et puis surtout, il va devoir jouer un titre face à Lewis Hamilton jusqu'au bout. Et ça, on connaît tous la difficulté. Être bon et avoir une bonne voiture ne suffit pas, il faut encore autre chose, et on n'a jamais vu Max dans ce cas de figure.
On peut en profiter pour faire une aparté sur Lewis Hamilton. Évidemment, c'est du très bon travail. Il mène le championnat, il a maximisé quasiment tout ce qu'il pouvait, surtout au début de saison. Ses courses à Silverstone, en Hongrie, à Barcelone ou encore à Bahreïn sont quand même impressionnantes. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est Lewis Hamilton. Maintenant, je rajouterai quand même que par rapport à ses standards, par moment, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, et puis surtout, il y a eu des erreurs. À Imola, il en a fait une belle, et ça aurait dû le coûter très cher. Bakou, immense erreur qui lui coûte 25 points. La stratégie et l'adaptation à Monaco, les vibreurs en Autriche, et le crash de Silverstone, où il reste pour moi majoritairement responsable. On rajoute à ça beaucoup de chance sur cette première partie de saison. À Imola, Silverstone, etc. Je vais pas refaire toute la liste. Normalement, Lewis devrait être 50 points derrière sans rien qu'il n'ait fait de plus ou de moins. Il reste 3ème de mon classement par note sur cette première partie de saison. Et surtout, je m'attends à le voir être complètement injouable en deuxième partie de saison, quand le titre va vraiment se jouer maintenant, un petit peu comme ce qu'il avait fait en 2017 ou en 2018 face à Vettel. Numéro 3, Lando Norris. Ce point-là aussi, il ne souffrira d'aucune contestation. Lando Norris a réalisé 11 premières courses carrément époustouflantes. Sans la malchance de Budapest, où il avait d'ailleurs fait un départ canon qui aurait pu lui offrir un nouveau podium, c'est presque difficilement croyable ce qu'il est en train de réaliser. 10 arrivées dans les points et toutes dans le top 5 à part à Barcelone. Le voilà déjà avec 3 podiums archi mérités et à la trêve, il est 3ème général devant une Red Bull et une Mercedes. Rien que ces accomplissements que je viens de citer peuvent permettre de comprendre à quel point ce qu'il réalise est énorme. Le plus marquant, je trouve, c'est l'osmose entre lui, sa voiture et son équipe. Le niveau de confiance et d'assurance est phénoménal et permet de réaliser des choses presque inimaginables. La maturité et la justesse dont il fait preuve à son âge et avec son peu d'expérience au final, c'est vraiment bluffant. Et puis on ne peut pas dire que c'est une révélation. La révélation, c'était l'an dernier. Là, on est déjà à la confirmation. Faudra compter sur Lando Norris pour le futur. D'ailleurs, on avait bien senti le coup en faisant une vidéo sur lui après Bahreïn où j'avais dit que pour moi, il est World Championship Material et clairement, après ce qu'il a fait sur ses 11 courses, je maintiens mes propos. Numéro 4, le duo Ferrari. C'est selon moi l'une des plus grosses satisfactions, l'une des plus grosses réussites de cette première partie de saison et ça pourrait avoir des conséquences positives pendant longtemps. Ferrari a fait le bon choix avec Carlos Sainz. Comme je le pensais à l'époque, il était nécessaire de ne pas prolonger Vettel. Son duo avec Leclerc commençait à poser trop de problèmes sur la piste et il fallait acter la confiance envers le monégasque. Charles le rend très bien à Ferrari d'ailleurs car ses 11 premières courses sont très bonnes. S'il est derrière son coéquipier au classement, c'est uniquement à cause de la malchance. Un podium volé par le drapeau rouge à Imola, la catastrophe de Monaco, où il n'est pas là pour le coup exempt de tout reproche non plus, le départ à Budapest alors qu'il allait passer 2e ou 3e, Bakou, la victoire perdue dans les derniers tours à Silverstone, les podiums envolés sur des courses comme Bahreïn ou Barcelone, etc. etc. Charles a perdu une bonne 40aine de points sur des événements indépendants de sa volonté. Si vous voulez le fond de ma pensée, je pense qu'à l'heure actuelle, il devrait être 3e du général ou 4e. Enfin bref, pour moi, Leclerc fait vraiment une excellente première partie de saison. C'est le 4e meilleur pilote pour moi, juste devant Carlos. Quand on regarde ses départs à Bahreïn, à Barcelone, ses courses à Silverstone, à Bakou, à Imola, non, clairement, c'est très bon. Sainz lui aussi est très bon, 5e je l'ai dit de mon classement par note jusqu'ici, mais surtout il est le choix parfait. Il s'est adapté en une fraction de seconde, il tourne quasiment tout le temps dans les chronos de Leclerc, ses erreurs sont très rares, il a l'attitude parfaite, il a déjà pris 2 podiums, 7 passages en Q3 sur 11, 9 arrivées dans les points sur 11. Carlos est un super gars, c'est un super pilote, c'est un super recrutement pour Ferrari, que du positif. Et du côté de Ferrari, c'est que du bonheur. Déjà, les deux s'entendent très bien réellement en dehors de la piste. Et puis, ils voient les choses pareilles et ont un style de pilotage similaire. Idéal pour faire avancer l'équipe, pour tirer tous dans le même sens. Voilà qui pourrait permettre à Ferrari de gagner du temps, d'avoir une meilleure ambiance et potentiellement de glaner plus de points.
Aller chercher McLaren sur cette fin de saison est totalement possible vu le niveau de la voiture et de ses deux pilotes, et on verra pour 2022. En tout cas pour moi, ce line-up c'est le meilleur de la grille, je l'avais déjà dit, et je pense qu'il a moyen de durer après 2022. Dans cette réussite globale de Ferrari, j'ai envie d'englober Mattia Binotto. Mine de rien, les rouges ont récupéré la moitié de leur déficit de l'an dernier, ils sont deuxièmes en termes d'aérostand, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, ils s'adaptent aux nouvelles règles sur les pneus, etc. C'est vraiment du très bon travail, mais Binotto, c'est un sujet beaucoup plus complexe et je me le réserve dans une vidéo dédiée. En tout cas, Ferrari pour l'instant, les feux sont au vert. Numéro 5, Alpine. Si je dois être totalement honnête, j'avoue qu'Alpine n'aurait pas été du côté des tops si on avait fait cette vidéo avant Silverstone et Budapest. Ils ont eu un petit peu de retard à l'allumage, ils ne jouent que la 5e place, quand l'an dernier ils jouaient la 3e, ils ont été 7e quasiment tout le temps, il y a eu pas mal de choix ratés notamment dans la stratégie, les deux pilotes ont eu leur période de creux, bref j'étais un petit peu mécontent et déçu au sujet d'Alpine, mais les deux dernières courses ont totalement changé la donne et la situation de l'écurie. Désormais 5e, j'ai l'impression qu'ils ont compris leur voiture et quand on y regarde bien, il n'y a qu'à Bahreïn pour la première course qu'ils n'ont pas marqué le moindre point. Et ils sortent de 2 courses consécutives avec un double top 10. Côté pilote, Alonso est en feu. Après 5 courses d'adaptation, l'Espagnol a trouvé son rythme dans l'Alpine numéro 14 et c'est un régal pour les yeux. Ocon lui fait une excellente saison à l'exception de son creux à cause de son châssis défectueux. En plus, les deux s'entendent très bien et se tirent vers le haut. Il y a une super ambiance dans l'écurie en plus de 2 super pilotes. À tout cela, il faut forcément rajouter la victoire, fait exceptionnel et historique, dû forcément à des faits de course plus qu'au niveau réel de la voiture, mais tout de même, c'est grandement symbolique et significatif. En fait, sur l'ensemble de la première partie de saison, Alpine n'a pas tant été un top que ça. Mais ce qui se passe, c'est que les 2 dernières courses les mettent dans une situation qui, elle, est carrément géniale. Ils ont tous les éléments pour super bien finir cette deuxième partie de saison. La voiture, les 2 pilotes, l'ambiance, la confiance, le travail, la victoire, la récompense. Ils sont 5e, ils vont arriver à Spa avec tous les ingrédients. Et donc avec cette dynamique super réjouissante et quand on prend tous les éléments bout à bout, eh bien oui, je mets Alpine à ce jour dans les tops. Numéro 6, Pierre Gasly. Peut-être parce qu'on s'y est habitué ou parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, j'ai un petit peu l'impression qu'on remarque moins la très bonne première partie de saison de Pierre Gasly. En 2020, il a été absolument sensationnel, mais en fait, en 2021, c'est pareil, à 2 points près, il a le même total que l'an passé après 11 courses. Hormis sa très légère mais coûteuse erreur au départ à Bahreïn, c'est quasiment un sans faute pour Pierre qui parvient toujours à extraire le maximum de son AlphaTauri. Aucune élimination en Q1, 9 Q3 sur 11 possibles, 11-0 sur Tsunoda et 50 points qui lui assurent une place dans le top 10 et porte à bout de bras son équipe. Il y a même eu des performances premium comme à Bakou où il signe son 3e podium en carrière, à Monaco ou même en Hongrie. En fait, Gasly est systématiquement dans le top 10 et si jamais une place dans le top 5 se libère, il y va malgré le fait qu'il ait une voiture un petit peu moins bonne que les pilotes de tête. Dans mon classement des notes, Pierre est 6e, il confirme sa saison de l'an passé, il est vraiment très bon. Peut-être qu'on s'y est habitué donc ça paraît moins exceptionnel à nos yeux, mais pourtant ça l'est vraiment. Pierre est complètement installé dans le paysage de la Formule 1 maintenant, reconnu par tout le monde, on se rappelle des mots de Toto Wolff. Il est l'une des meilleures valeurs sûres de tout le plateau, il porte AlphaTauri. Il mérite sa place dans ce top. Numéro 7, Williams. Alors là pour le coup, j'aurais mis Williams dans les tops même sans la course surnaturelle de Budapest. Je vous l'accorde, mettre dans les tops une écurie qui est 8e du général, qui n'a que 10 points, qui bien souvent est largement hors du top 10, c'est un petit peu osé, mais il faut reprendre le contexte, il faut voir d'où revient Williams et le travail qu'ils ont effectué, et moi quand je fais ce travail là, je me dis que oui, Williams est un top de ce début de saison.
Depuis la reprise par Dorilton Capital, le travail est effectué avec silence et confiance. L'écurie a un but, c'est que la tâche est difficile, mais tout le monde tire dans le même sens avec humilité. C'est symbolisé par George Russell, figure du projet et homme d'équipe absolument central et dévoué, comme le reste de ses compagnons. Et le fait est que cette saison, Williams a encore fait d'énormes progrès sportifs, il continue de remonter la pente, il se rapproche de plus en plus des points, et ils en ont même obtenu. Les 10 de Budapest sont vraiment exceptionnels, ce n'est pas représentatif de leur vrai niveau, mais il faut regarder sur la globalité de la saison, la splendide course au Castellet, les 2 courses autrichiennes, 2 apparitions en Q3, seulement 11 éliminations sur 22 possibles en Q1, Williams va mieux et travaille très bien. Côté pilote, George Russell est bien évidemment un top de la première moitié de saison, mais je le mets un petit peu moins haut que l'avis général. Chez moi, il doit être 9e ou 10e de la saison. Certains le mettent 5, 6, pour moi ça c'est un petit peu trop haut. Ces samedis sont toujours exceptionnels, mais pas mal de ces dimanches m'ont déçu. Souvent il a raté les points à cause d'un petit manque de rythme ou de mauvais départ. Il n'en reste pas moins un talent superbe, je lui souhaite d'aller chez Mercedes et sa première partie de saison est complètement validée. Pour Latifi, je suis clairement moins enthousiaste, certes c'était très bon à Budapest et il y a eu 2-3 choses pas mal à certains moments, notamment en termes de rythme de course, mais il y a 10 éliminations en Q1 quand Russell va 2 fois en Q3, il n'est jamais dangereux les dimanches, il tourne très loin du rythme des autres. Pour moi, c'est le 19e ou 18e pilote de cette première moitié de saison, je peux pas trop faire autrement. À mon sens, ça reste quand même encore assez loin du compte, même s'il y a quelques signes de progression et qui ne me dérangent pas. Avant de clôturer cette vidéo, je termine par 3 mentions honorables rapides. D'abord, Sébastien Vettel. J'évoquerai dans la deuxième vidéo le cas complexe d'Aston Martin, mais je suis heureux de le revoir. C'est encore très intermittent, il vient littéralement d'enchaîner un spin avec une 2e place, mais voilà, Seb va mieux, il reprend du plaisir, il sourit à nouveau, il ressort à nouveau de belles petites performances. C'est bien. Dans la globalité, il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond, il n'est pas dans mon top 10 des pilotes de la saison, mais voilà, je voulais le mentionner dans les bonnes choses. Autre top, les batailles stratégiques et tactiques. Nous en avons eu plusieurs sur plusieurs circuits, notamment ceux où d'habitude on s'ennuie comme la France. C'est sûrement dû aux faibles écarts entre les différentes écuries, mais il y a vraiment des coups différents tentés chaque week-end, c'est jamais évident de lire à l'avance les stratégies et c'est très plaisant. Enfin, dernière mention, le fait d'avoir demandé de découper une partie arrière du fond plat pendant l'hiver. Ça n'avait l'air de rien, mais au final ça a demandé pas mal de travail aux équipes, ça a rebattu un petit peu les cartes, ça a changé un petit peu les hiérarchies, ça a ajouté un petit peu d'imprévisible et surtout j'ai l'impression que ça a un bel impact en course, notamment au niveau des dépassements. Pour conclure, je vous affiche mon top 10 des pilotes de ce début de saison. Il s'agit là de la moyenne des notes que je donne à chaque course. Comme vous pouvez le voir, on y retrouve tous les pilotes cités positivement dans la vidéo et Vettel est juste 11e avec 14,2. Dans la deuxième vidéo, je vous afficherai la deuxième moitié du classement. On retrouve forcément les flops. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez et je pense qu'on fera un point complet sur mes moyennes d'ici la fin septembre, histoire de refaire un point. Voilà pour cette vidéo top, n'hésitez pas à réagir, à me dire là où vous êtes d'accord, pas d'accord, à me dire les points que j'aurais oubliés, à apporter de nouveaux arguments et à rajouter des pilotes, des écuries ou des moments que vous avez trouvé top cette année. Sur ce, pensez au like, au partage et à l'abonnement, ça aide toujours énormément la chaîne et merci à ceux qui le font à chaque vidéo, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cette vidéo et on se quitte sur une phrase d'Enzo Ferrari qui dit que être devant à la mi-championnat c'est bien, mais être devant à la fin du championnat c'est mieux. À bientôt.